le conflit ne commença pas par des explosions spectaculaires, ni par des défilés militaires, mais par une étincelle invisible, une série de cyberattaques silencieuses sur des infrastructures critiques lorsque des réseaux électriques, des systèmes de transport et des communications essentielles furent piratés simultanément dans plusieurs grandes métropoles, révélant à quel point le monde moderne était vulnérable à des menaces que l'œil humain ne pouvait percevoir. Et très vite, cette attaque numérique initiale se transforma en chaos, car les populations découvrirent que la lumière pouvait disparaître en un instant, que l'eau potable pouvait être interrompue, que les hôpitaux et les stations de secours étaient désormais incapables de fonctionner à pleine capacité, et tandis que les gouvernements tentaient de rassurer les citoyens, des rapports confidentiels révélèrent que plusieurs grandes puissances mondiales suspectaient des adversaires d'avoir orchestré cette première offensive, déclenchant une escalade diplomatique et stratégique invisible aux yeux du public, et pourtant réelle, car derrière les écrans et les câbles sous-marins, des experts militaires et des analystes en cybersécurité se livraient à une bataille acharnée pour détecter, contrer et riposter, sachant que la moindre erreur pourrait déclencher une réaction en chaîne aux conséquences catastrophiques, et tandis que le monde observait en surface une routine quotidienne trompeuse, les coulisses étaient le théâtre d'une guerre silencieuse où chaque décision technique, chaque intrusion et chaque contre-mesure déterminait la survie ou la destruction de millions de vies, et alors que cette première phase de conflit semblait abstraite, des incidents physiques commencèrent à apparaître, des centrales électriques furent sabotées, des pipelines neutralisés, des infrastructures stratégiques incendiées, démontrant que la guerre moderne ne se limitait plus à des affrontements terrestres ou aériens, mais étendait à l'ensemble du tissu technologique et énergétique du monde. Et dans cette atmosphère de tension invisible mais omniprésente, des alliances se formèrent et se déformèrent, car chaque nation tenta de sécuriser ses ressources critiques tout en surveillant ses rivaux. Et dans les centres de commandement souterrains, les stratèges comprirent que la guerre ne serait plus jamais linéaire, que le champ de bataille se déplacerait entre le numérique et le physique, que les pertes civiles et économiques seraient massives et imprévisibles, et que l'humanité tout entière était entrée dans une nouvelle ère où la technologie, l'information et l'énergie devenaient les véritables armes, et que la première étincelle invisible était désormais le signal d'un conflit global qui allait redéfinir le monde pour toujours. Alors que la première phase de la guerre numérique révélait la vulnérabilité des infrastructures critiques, la deuxième phase éclata sous forme d'un chaos tangible et immédiat, car les cyberattaques furent rapidement accompagnées de sabotages physiques coordonnés. Des centrales électriques furent neutralisées, des raffineries incendiées, des pipelines détruits et des systèmes de distribution d'eau rendus inopérants, plongeant des millions de personnes dans l'obscurité et la panique, et très vite, les conséquences dépassèrent le simple domaine énergétique, car les transports étaient paralysés, les hôpitaux fonctionnaient au minimum, et les chaînes d'approvisionnement alimentaire se brisaient, créant des pénuries qui se transformèrent en crises humanitaires locales et régionales, et dans les rues, la peur fit naître des comportements imprévisibles, émeutes, pillages et affrontements entre populations désespérées et forces de sécurité, révélant la fragilité d'un ordre social qui reposait entièrement sur la continuité des services modernes. Et alors que la situation empirait, les grandes puissances commencèrent à mobiliser leurs armées pour sécuriser physiquement les infrastructures vitales, déployant troupes, drones et systèmes automatisés autour des centrales, des ports stratégiques et des terminaux énergétiques. Mais malgré cette mobilisation, la portée globale de la crise échappait à tout contrôle centralisé, car les réseaux interdépendants ne pouvaient être restaurés rapidement et chaque tentative de rétablir l'électricité ou le carburant était immédiatement entravée par de nouvelles attaques, créant un cyclation de destruction et de réparation, et sur le plan diplomatique, les accusations se multiplièrent, certains États dénonçant leurs rivaux pour sabotage, d'autres insinuant que certaines opérations n'étaient que des tests pour mesurer la résilience des adversaires, et dans cette atmosphère de méfiance extrême, le spectre d'une escalade militaire majeure se précisa. Car le contrôle de l'énergie et des ressources devint un enjeu stratégique direct, déterminant non seulement la survie des populations, mais aussi le potentiel offensif et défensif des nations, et dans le même temps, des incidents de grande ampleur se produisirent, des terminaux gaziers furent attaqués en mer, des satellites de communication détruits, des centrales nucléaires entrèrent dans des phases critiques, nécessitant une intervention d'urgence, rappelant au monde entier que la guerre moderne combinait cyberattaques, sabotage physique, armes stratégiques et risques environnementaux, et que chaque erreur humaine, chaque décision mal calculée, pouvait transformer une crise énergétique en catastrophe globale, et tandis que la tension atteignait son paroxysme, des communautés improvisèrent des systèmes de survie,
alternatifs, installant générateurs autonomes, pannes, eaux solaires approvisées et réseaux d'eau de fortune, montrant que la résilience humaine restait la seule constante face à l'effondrement, et ainsi le chaos mondial ne se limitait plus aux combats visibles. Il s'étendait à l'ensemble du tissu social, économique et technologique, transformant la guerre en un affrontement total où la survie de millions de vies dépendait non seulement des stratégies militaires, mais aussi de la capacité à restaurer et sécuriser l'énergie et l'information, et où chaque instant pouvait marquer la différence entre reconstruction fragile et effondrement définitif. À mesure que le chaos énergétique et militaire s'étendait, le monde entra dans une phase d'effondrement systémique, révélant la fragilité des sociétés modernes qui semblaient jusque-là invincibles, et dans les grandes métropoles, les pénuries de carburant, d'électricité et d'eau potable transformèrent des villes entières en labyrinthes de peur et de désorganisation, où chaque jour était une lutte pour la survie, et tandis que les gouvernements tentaient de maintenir un semblant d'ordre, des émeutes éclataient, des quartiers entiers tombaient sous le contrôle de milices locales, improvisées, et des gangs armés profitaient du vide du pouvoir pour s'emparer des ressources essentielles, tandis que les hôpitaux et les services de secours restaient saturés, incapables de faire face à l'afflux de blessés et de malades, et dans les campagnes, la situation n'était guère meilleure. L'agriculture moderne, dépendante des machines et des systèmes d'irrigation électrique, s'effondra, aggravant la pénurie alimentaire et créant une migration massive vers les villes qui étaient déjà surpeuplées et en crise, et dans ce contexte, le contrôle des ressources devint le nouveau champ de bataille, car l'eau, le carburant, la nourriture et même l'électricité étaient désormais des armes stratégiques, et les conflits locaux éclataient autour de chaque terminal, chaque réserve et chaque conduit d'énergie encore fonctionnel, tandis que les grandes puissances, incapables de contrôler tous les fronts, se concentraient sur la protection de zones critiques, laissant d'ouvrir régions sombrées dans le chaos, et dans les zones les plus touchées, les habitants approvisaient des réseaux d'entraide. Partageant nourriture, eau et information réinventant des formes de solidarité oubliées depuis des siècles, mais ces initiatives restaient fragiles face à l'ampleur de la crise, car la violence, la peur et le désespoir étaient omniprésents, et tandis que le monde voyait la désintégration progressive de ces sociétés modernes, des incidents technologiques aggravèrent encore la situation, des centrales nucléaires, privées d'alimentation stable, frôlèrent la catastrophe, des fuites chimiques se produisirent dans des zones industrielles abandonnées, et des épidémies commencèrent à se propager rapidement dans les populations déplacées et affaiblies, illustrant que la guerre de l'énergie n'était pas seulement militaire ou économique, mais avait transformé l'écosystème mondial et mis en péril la survie humaine. Et au fur et à mesure que l'effondrement progressait, des décisions extrêmes furent prises, certaines nations envisagèrent des frappes préventives pour sécuriser des ressources vitales, tandis que d'autres tentèrent désespérément des alliances temporaires, et dans cette spirale de chaos, l'humanité comprit que la survie ne dépendrait plus de la puissance militaire seule, mais de la capacité à gérer rationnellement l'énergie, les ressources et les infrastructures essentielles, et que chaque action, chaque choix stratégique pourrait déterminer la différence entre l'anéantissement total et la possibilité d'une reconstruction fragile, laissant planer sur le monde entier la menace constante d'une extinction partielle ou de nette extinction partielle ou d'un bouleversement définitif de l'ordre mondial, tel que nous le connaissions. Alors que les sociétés s'effondraient sous le poids des pénuries et des conflits locaux, la guerre atteignit sa phase la plus critique, l'escalade totale entre superpuissances, où chaque mouvement stratégique pouvait déclencher une réaction en chaîne mondiale. Et dans ce contexte, des frappes ciblées contre des infrastructures énergétiques majeures furent menées simultanément sur plusieurs continents, neutralisant des centrales nucléaires, des complexes pétroliers et des pipelines stratégiques, tandis que des attaques cybernétiques déconnectaient des systèmes de communication essentiels, plongeant des régions entières dans un isolement complet, et alors que la panique se généralisait, les populations durent improviser pour survivre, utilisant des sources d'énergie alternatives, des systèmes de récupération d'eau et des réseaux de solidarité locale, mais ces efforts restaient fragiles face à l'ampleur de la destruction, car l'empoisonnement environnemental, les incendies industriels et les fuites nucléaires ajoutaient une menace permanente, transformant l'air, les lots et les sols en ennemis invisibles. Et dans ce climat, la diplomatie internationale se fractura, car chaque puissance cherchait à sécuriser ses ressources restantes, lançant des convois protégés par l'armée et utilisant des drones armés pour défendre des corridors critiques, tandis que des affrontements navals éclataient autour de détroits et de ports stratégiques,
où le contrôle du transport d'énergie déterminait désormais la survie de nations entières, et dans le même temps, le spectre nucléaire devint tangible. Certaines centrales privées d'alimentation stable furent sur le point de subir des incidents catastrophiques, et bien que les équipes d'intervention internationales parvinrent à limiter les dégâts, la menace d'un désastre global restait omniprésente, illustrant à quel point la guerre moderne était une combinaison complexe de cyberattaques, de sabotage physique, de conflits militaires et de catastrophes environnementales, et tandis que les dirigeants tentaient de maintenir un équilibre fragile, s'apercevit de conflits militaires et de catastrophes environnementales, et tandis que les dirigeants tentaient de maintenir un équilibre fragile, des négociations secrètes s'ouvraient dans des bunkers souterrains, visant à établir un cessez-le-feu conditionnel basé sur le contrôle partagé des infrastructures vitales, mais la confiance était presque inexistante, car chaque camp craignait une trahison ou une attaque surprise, vitale, mais la confiance était presque inexistante. Et dans ce climat de méfiance et de peur, le monde se trouva au bord de l'extinction, où la moindre erreur humaine, technique ou stratégique, pouvait sceller le destin de millions de vies, et pourtant, au milieu de ce chaos total, des signes de résilience apparurent. Des communautés locales rétablirent des systèmes énergétiques rudimentaires, des alliances temporaires se formèrent pour protéger des zones vitales et des scientifiques commencèrent à collaborer au-delà des frontières pour réparer les systèmes critiques, donnant une lueur d'espoir dans un univers où chaque instant pouvait marquer la différence entre la renaissance et les renaissances, et l'éternellement, et c'est dans cet équilibre précaire, entre destruction imminente et initiative de survie, que le monde se préparait à l'ultime phase de la guerre, où la décision finale des nations déterminerait non seulement la fin du conflit, mais la possibilité du nouvel ordre mondial après des mois de chaos global, de destruction massive et de crise humanitaire. Sans précédent, les grandes puissances réalisèrent que poursuivre le conflit mènerait à l'extinction partielle, voire totale, de la civilisation moderne, et c'est dans ce constat terrifiant que des négociations secrètes furent lancées, rassemblant dirigeants, diplomates, scientifiques et des stratèges dans des bunkers et bases souterraines à l'abri des regards, où fut élaboré un plan inédit, un cessez-le-feu mondial conditionné à la mise sous contrôle international des infrastructures énergétiques, un cessez-le-feu mondial conditionné à la mise sous contrôle international des infrastructures énergétiques, à la redistribution équitable des ressources critiques et à la création d'une équitable des ressources critiques et à la création d'un organisme capable de surveiller la production, la distribution et la protection de l'énergie à l'échelle planétaire, et tandis que ces accords prenaient forme, les combats cessèrent progressivement. Les armées furent redéployées pour sécuriser les zones les plus touchées, et des convois de secours purent enfin acheminer nourriture, eau et carburant vers des millions de civils démunis, et dans les villes. La reconstruction commença timidement mais résolument, avec des réseaux énergétiques locaux, des centrales réparées et des équipes de scientifiques et d'ingénieurs travaillant sans relâche pour restaurer ce qui pouvait l'être, tandis que des communautés improvisaient des systèmes d'entraide et de solidarité, montrant que la résilience humaine restait la seule constante face à l'effondrement, et peu à peu, les anciennes superpuissances comprirent que la domination par la force seule ne suffisait plus, et qu'une nouvelle architecture mondiale, fondée sur la coopération énergétique, la transparence technologique et la gestion partagée des ressources, était essentielle pour éviter un nouveau cataclysme, et au fil des années, le monde réapprit à fonctionner ensemble, réécrivant des règles internationales sur l'énergie, la technologie et la protection des infrastructures, instaurant des protocoles de prévention pour toute escalade future, et bien que certaines régions restent marquées par les cicatrices de la guerre, villes partiellement détruites, sols contaminés, population détruite, sols contaminés, population déplacée, l'humanité retrouva un équilibre fragile, plus consciente de sa vulnérabilité et plus prudente dans sa foi. Et ainsi, ce conflit, qui avait failli anéantir la civilisation moderne, se transforma en leçon historique universelle. La survie dépend moins de la puissance militaire que de la coopération, moins de la conquête que de la responsabilité collective, et c'est sur cette conscience nouvelle que le monde se releva, avec la mémoire indélébile d'une passé chaotique, mais capable désormais de choisir la lumière plutôt que l'obscurité.